Aujourd'hui, nous allons parler du Kaizen, donc de l'amélioration continue par chacun chaque jour, avec un Rex. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Myriam Riadi. Bonjour Myriam. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Donc soyez les bienvenus. On va peut-être attendre une petite minute et puis on va démarrer ce retour d'expérience. Donc nous sommes ravis d'avoir Myriam Riadi. Myriam est CIO de Veolia France. Elle va vous expliquer un petit peu son rôle et puis le sujet de cette transformation que nous avons menée conjointement depuis plus d'un an maintenant. Il est 9h17, je propose de démarrer. Myriam, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous. Donc moi effectivement, je pilote la DSI de Veolia France depuis 2022 et j'ai le privilège d'encadrer plus de 400 experts du digital, la data et de l'IT au service des enjeux de l'eau en France. Et puis je vais vous expliquer la transformation qu'on a lancée depuis maintenant environ 2 ans autour du Lean pour faire du Lean vraiment le pilier de la recherche de notre performance opérationnelle. Donc moi, je m'appelle Cécile Dijoux, je suis le lead de l'offre Lean et Kaizen chez Octo Technologies. Donc moi, j'ai plus de 35 années d'expérience dans le numérique, avec plus de 20 années dans l'agilité, plus de 150 équipes accompagnées dans la mise en œuvre du Lean et du Kaizen, et puis j'ai 3 ouvrages rédigés sur le sujet du Lean dans le numérique. Le dernier étant donc dans la collection Culture de Octo, donc c'est Culture Kaizen, qui a été publié l'an dernier, et dans lequel on trouve déjà des premiers Rex dans le contexte de Veolia France. Myriam, je te laisse présenter la DSI Veolia France. Oui, tout à fait. Alors nous, effectivement, la DSI, elle a une vision vraiment 360 du digital, de la data et de l'IT. On pilote vraiment tous les moyens autour de la technologie de Veolia. Donc on a à la fois des équipes transverses, donc avec une direction technique, avec les compétences cybersécurité, infra et ops, tout ce qui est support aussi. On a une direction du digital et de l'innovation dont l'objectif est vraiment de mettre en avant nos offres autour du digital d'un point de vue commercial, de développer des partenariats également. On a une équipe data que j'ai créée à mon arrivée qui pilote la feuille de route data et IA de Veolia, que ce soit sur des aspects vraiment de delivery de data science, de produits data, de BI, mais aussi de roadmap de transformation et d'acculturation des collaborateurs de Veolia. Et puis, on a des équipes qui sont organisées en face des équipes métiers, qu'on appelle des domaines. Donc, une équipe autour des enjeux opérations, autour des enjeux consommateurs et relations clients, et puis autour des enjeux des fonctions support et du développement commercial. Alors, Veolia, c'est une entreprise qui est régionale, et donc on a des DSI de région qui sont plutôt des petites équipes de support ou de proximité, je dirais, locale, puisque les équipes sont complètement centralisées. On a aussi des sociétés dédiées, donc des entreprises qui ont leur propre DSI avec lesquelles on travaille, on en a 5. Voilà. Et donc on a la chance d'avoir des collaborateurs, donc beaucoup en Île-de-France, mais également en région. Alors, quelques chiffres clés. Donc, Veolia c'est la filiale de Veolia qui a en charge toutes les activités de l'eau en France. Donc, on réalise 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on est 15 000 collaborateurs et on est numéro 1 sur le marché français. Et donc, ça se voit également sur les chiffres autour de l'IT et du digital, puisque on a plus de 13 000 utilisateurs de nos solutions. On a environ 250 applications métiers qu'on gère. On cherche à en décommissionner un certain nombre aussi. On a un Net Promoter Score qu'on mesure régulièrement qui est de plus de 25. On est également labellisé numérique responsable depuis 2 ans. Et puis, nos applications, elles sont au centre de nos opérations, de notre métier. Donc, par exemple, sur la partie opération et exploitation, on a environ 8000 utilisateurs de nos solutions. Donc, ça peut être pour organiser des interventions, avoir une vue sur notre patrimoine. Il y a également tout ce qui est relatif aux données autour des compteurs.
Puis Veoliao, hein, c'est une entreprise qui gère sa relation client. Donc, on a 1500 utilisateurs de nos solutions sur la partie relation client. Et pour vous donner un ordre d'idée, on gère 100 000 opérations de paiement par jour chez Veoliao. Merci Myriam pour cette présentation de l'organisation. Donc si tu veux bien, on va passer au contexte et aux objectifs. Quels étaient tes enjeux, quel était le contexte et quels étaient tes objectifs pour cette transformation que tu mènes depuis maintenant 2 ans? Très bien. Alors, je vais peut-être vous rappeler un peu le contexte de notre business unit. Donc, les métiers de l'eau en France, c'est un marché qui est mature. Et effectivement, il y a un peu plus de 2 ans, notre direction générale se pose la question de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de notre BU, en mettant vraiment le métier et le client au centre de cette réflexion. Et également en cherchant une manière de faire qui favorise les compétences et l'apprentissage des collaborateurs. Et donc, c'est ainsi que notre directeur général a décidé de déployer le Lean au sein de l'ensemble de notre business unit. Hein. Donc, je vous l'expliquais, on est 15 000, on a 9 régions, donc c'est un projet d'ampleur. Effectivement, il y a un certain nombre de rituels Lean qui ont été mis en place au banc de notre BU. On a par exemple une OBA dans notre COMEX mensuel donc qui est faite avec l'ensemble des régions, etc. Donc en miroir de ça, donc la DSI elle est forcément une partie prenante forte de ces objectifs de performance opérationnelle. Donc on a eu la chance que la démarche Lean, elle avait déjà été lancée en 2021, mais plutôt dans une vision ponctuelle par équipe, hein, donc avec beaucoup de succès, donc des équipes effectivement qui ont résolu des problèmes assez majeurs, mais qui nécessitaient d'être accélérés. Et la manière dont on l'a fait, et donc on y reviendra plus tard, c'est d'abord de définir des OKR. Et des OKR qui sont alignés avec les objectifs de Veoliao et validés par la direction générale. Donc, on a 5 thématiques, je dirais, d'OKR. La simplicité des usages, la performance du SI, l'innovation, d'être un employeur incontournable et la satisfaction des utilisateurs. Et derrière ces 5 thématiques, on a des KPI assez concrets et quantifiés qu'on a défini et décliné. L'objectif de tout ça est de contribuer à une amélioration de la performance de l'ordre de 20%. Et donc, effectivement, on a fait ça en plusieurs étapes. On a d'abord embarqué le CODIR dans cette démarche. Et puis, depuis 1 an, on s'est engagé dans une démarche donc de mise en place de cercles Kaizen sous forme de saison, ce qui a permis encore d'accélérer et d'augmenter le nombre d'équipes qui sont embarquées dans cette démarche. Merci Myriam pour cette introduction. On va vous présenter un petit peu les principes hein, pour résoudre ce sujet. En gros, Myriam a posé à Octo Technologies ce challenge. Hein. Comment on fait pour accélérer? On arrive à avoir, comme l'expliquait Myriam, des réussites ponctuelles, mais comment on fait pour étendre le champ de ces réussites à l'ensemble de l'organisation? Parce qu'à un rythme de 4 équipes par an, si on a une 50aine d'équipes, on va mettre du temps à faire la transformation. Donc tout l'objet de ce dispositif, c'était vraiment de voir comment on peut accélérer et passer à l'échelle cette notion du Kaizen. Donc le Kaizen, avant toute chose, on va donner une définition. Hein, la première fois que ce terme est utilisé dans le monde de l'entreprise, c'est en 1986 avec ce livre de Masaki Imai, donc qui s'appelle Kaizen, la clé du succès du succès compétitif du Japon. Et la définition qu'il donne, c'est intéressant, ce sont des petites améliorations par chacun chaque jour. Et c'est vraiment important parce qu'on ne cherche pas la grande transformation, l'hyper-solution qui va résoudre tous les problèmes, mais ce qu'on veut, c'est distribuer l'amélioration au niveau de chaque collaborateur pour qu'il puisse à son niveau procéder à des petites améliorations. Et en fait, c'est comment dire, la multiplication de ces améliorations qui va donner cette amélioration générale. Comme l'explique très bien Michael Ballet, hein, le grand expert du Lean en France, il dit qu'il vaut mieux 100 améliorations successives d'1% qu'une amélioration de 100%. Et les raisons qu'il donne, elles sont doubles. La première, c'est que 100 améliorations successives d'1%, ça représente 167% d'amélioration.
les mathématiques sont intraitables. Et puis le deuxième surtout, c'est que ça représente 100 opportunités d'apprentissage. Et Myriam l'a évoqué, ce que l'on souhaite avec le Lean, c'est développer cette compétence d'apprendre sur le terrain. Elle a évoqué cette notion d'apprentissage, et c'est vraiment ce que propose cette stratégie du Kaizen. Donc la première chose que nous avons menée, comme l'expliquait Myriam, c'est embarquer le CODIR avec l'alignement de l'organisation sur les OKR. Myriam, je te laisse présenter un peu ce... Oui, tout à fait. Donc effectivement, on a défini nos OKR qu'on a décliné, des thématiques d'OKR qu'on a déclinées en KPI. Et puis, donc déjà avec, dans un premier temps, le fait que le CODIR s'aligne et anime ce suivi des KPI. Et puis, l'idée, c'était qu'on décline ça à l'ensemble de l'organisation, dans les domaines et les chapters. Donc maintenant, quand donc vous vous promenez sur les plateaux de nos équipes, vous avez du management visuel partout avec une certaine homogénéité, puisqu'on retrouve les OKR et un certain nombre de KPI. Donc effectivement, un des rituels clés qu'on a mis en place il y a maintenant 2 ans, c'est notre OBEA du CODIR. Donc on se retrouve, donc au-delà de nos instances de points hebdomadaires, de one-to-one, etc., on se retrouve une fois par mois pour revoir où on en est du déploiement de nos OKR et de nos KPI. Donc là, ce que vous voyez, c'est notre salle d'OBEA. Il y a un plateau par équipe, un panneau par équipe, et chaque patron de domaine, chaque patron d'équipe va commenter l'avancée de ses OKR, de ses KPI, va commenter un sujet d'amélioration continue et un mur de voix du client. Parce qu'effectivement, l'objectif est de chercher ces voix du client. Et ce que je peux vous partager aussi, c'est effectivement en 2 ans, il y a eu une très forte amélioration dans la conduite de ce rituel, puisque on partait on était sur un point de départ où finalement les équipes posaient beaucoup de questions sur, il y avait des questions de compréhension des périmètres des uns et des autres, et puis maintenant on est beaucoup plus sur, on cherche des problèmes transverses et on cherche à les résoudre ensemble. Donc ça a vraiment favorisé la culture du transverse, et puis c'est une démarche qui intéresse beaucoup, puisque finalement, on est allé assez vite, on en reparlera, on a des bons résultats, et donc on a des gens qui viennent nous voir. Là, vous avez notre directeur général qui était avec nous il y a quelques semaines, pour qui a fait avec nous notre journée ligne. Merci Myriam. Donc ça, c'était la première étape, c'était vraiment engager l'ensemble du CODIR en s'alignant sur des OKR communs, orientés autour de la performance, comme l'évoquait Myriam, et puis aussi en ayant ces rituels de management avec du management visuel, la relation entre les indicateurs, les KPI et puis les OKR. Et donc maintenant, il fallait mettre en place un dispositif qui nous permette de redescendre cette vision de la transformation et d'amélioration de la performance au niveau de chacune des équipes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un petit peu des principes standards. Masaki Imai en parle dans son livre Kaizen. C'est cette notion de cercle Kaizen. Et donc, ça a été un premier levier. Ce qu'on a décidé de faire, c'est afin d'engager un grand nombre d'équipes, c'est de restreindre le champ des sujets sur lesquels on avait travaillé. Typiquement, dans cette déclinaison de l'amélioration de la performance, on avait trois sujets. Le premier, c'est un sujet de la qualité, comment on fait pour réduire les incidents qui sont remontés par les équipes métiers aux équipes IT, donc réduire les incidents de 20%. Le second, c'était de réduire les délais, améliorer le delivery du run, de réduire le temps de réponse à ces incidents. Et puis enfin, un sujet de coût, comment on fait pour améliorer le delivery, toujours de 20%. Et ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est de mettre des cercles Kaizen qui sont chacun orientés autour d'une de ces thématiques. Du coup, on va avoir un cercle qui va être lié au sujet de la qualité, comment on fait pour réduire la non-qualité de 20%, et pour ça, on va prendre des binômes qui représentent une équipe. Et donc, là, vous voyez, on a 4 binômes, on a 4 coachs, un coach par binôme, et on a 4 binômes qui vont chacun représenter un domaine d'une équipe, et en fait, cela favorise la transversalité. Ils sont dans des contextes différents, mais sur un sujet analogue. Ces 4 équipes-là, par exemple, vont être 4 équipes qui travaillent sur comment je fais pour réduire de 20% le nombre d'incidents qui rentrent au niveau de mes équipes, ou comment je fais pour améliorer de 20% mon delivery dans le cas d'équipe agile. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est un dispositif. Et ce qu'on s'est donné comme contrainte, pour éviter d'avoir une empreinte de temps trop importante, on s'est dit que ces cercles
devait être hebdomadaire et ne devait pas durer plus d'1h30. Ce qui veut dire qu'on prend 1h30 aux équipes, mais notre engagement vis-à-vis du CODIR, c'est que nous, équipe Lean, on ne va pas prendre plus d'1h30 aux équipes par semaine. Et un point qu'on a dû rajouter en deuxième saison, puisqu'on apprend en avançant, on va vous expliquer un petit peu ça, c'est qu'on a mis un sponsor qui est un membre du CODIR qui va représenter le CODIR auprès de ce cercle. Donc on a chaque saison, vous allez voir la notion de saison juste après, mais chaque séquence, on a 5 ou 6 cercles, et à chaque fois, on a un membre du CODIR qui va représenter ce cercle. Ce membre de CODIR, il a plusieurs rôles. Le premier, c'est de mobiliser l'équipe sur ces sujets. Elle a des points, le sponsor a des points réguliers au niveau du cercle. C'est aussi de remonter au niveau du CODIR des problèmes transverses qu'on peut avoir. On peut avoir des problèmes que les équipes ne peuvent pas porter parce que ça implique une dimension un peu transverse. Et dans ce cas-là, c'est le sponsor qui va porter ce sujet. Puis le troisième sujet, c'est que ce sponsor représente le cercle pour tous les points réguliers qu'a le CODIR de cette DSI. Donc, première notion importante, cette notion de cercle, avec des binômes qui représentent des équipes. On se voit 1h30 toutes les semaines, sur une thématique identique, en mixant les équipes et les domaines. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est là encore un outil standard du Lean, c'est le fameux A3 qui va nous servir de support de réflexion, mais aussi de support de présentation du sujet d'amélioration. Donc le A3, c'est un outil vraiment standard de Toyota. Ils appellent ça la Toyota Business Practice. Et on va poser sur une feuille A3, ça s'appelle A3 parce que si on pose ça sur une feuille A3, ce qu'on veut, c'est vraiment forcer à être synthétique et aller à l'essentiel. Ça, c'est une grande vertu. C'est pas très simple quand on a l'habitude de faire des dizaines de slides pour expliquer un sujet. Là, on doit le faire sur une feuille A3. Donc, on va présenter le contexte de l'équipe, le nombre d'utilisateurs, le nombre de personnes dans l'équipe, les différentes dimensions, pourquoi le problème est important, quels sont les impacts pour l'entreprise, pour l'équipe et puis pour les clients. On va présenter des éléments de situation actuelle avec le problème énoncé sous forme Lean, sous forme d'écart de performance. Donc notre performance, elle est où aujourd'hui dans le cas, par exemple, de volume d'incidents. On va regarder sur les 6 à 8 dernières semaines quel était le volume moyen d'incidents. Et donc la cible, ça va être 20% moins de cette qualité. L'idée aussi, c'est que lorsqu'on réduit la qualité, on va libérer de la capacité pour que les équipes travaillent davantage sur les projets. Et donc, on va faire une analyse des causes, on va regarder des pièces, on va identifier des contre-mesures. Le fait d'analyser des pièces spécifiques, ça va nous donner des contre-mesures actionnables. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et comme on n'a que, vous allez voir juste après, 8 semaines pour traiter ces sujets, on va essayer d'éviter d'avoir des grands projets sur 6 mois, mais vraiment se concentrer sur des sujets que l'équipe peut traiter sur un délai assez court. Et puis ensuite, on va regarder des résultats chiffrés. Et puis enfin, les enseignements et les prochaines étapes. Donc, premier outil, le cercle Kaizen, on embarque 4 équipes sous forme de 4 binômes. Deuxième outil, l'outil A3 de résolution de problèmes, le Toyota Business Practice, le standard du Lean pour résoudre le problème. Et puis le troisième outil, Myriam l'a un petit peu évoqué tout à l'heure et moi aussi, c'est cette notion de saison. Ce que l'on veut, c'est cadencer et donner du rythme à cette amélioration. Étendre la surface, c'est bien, mais ce qu'on veut aussi, c'est cadencer. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre un rythme de 8 semaines. C'est-à-dire que ces cercles-là, on va les accompagner pendant 8 semaines sur un sujet donné. Et ça va nous permettre d'avoir une synchronisation. Et puis nous, coach Lean, de savoir si on est bon ou pas par rapport à où on est sur ces 8 semaines d'amélioration. Et puis un gros moment qui est un moment vraiment émouvant, c'est au terme de la saison, les équipes, les binômes vont présenter leur A3 d'amélioration et les enseignements au CODIR et à leur manager et à l'ensemble des personnes. Et la dernière session était plutôt intense, puisqu'on avait le directeur général qui était avec nous pour voir ces présentations. Ce qui veut dire que les personnes qui animent ces cercles, ce sont des opérationnels, ce sont des PO, des BA, des lead tech, des scrum masters, enfin des personnes qui lead l'équipe. Et ils vont présenter ça directement devant le CODIR, mais aussi devant le directeur général pour ce qui s'est passé sur la dernière saison. Donc, 3 principes. 1, les cercles où on engage des équipes sur une thématique commune, sous la forme de binôme. 2, l'outil A3 du Lean qu'on va suivre pour formaliser cette réflexion et cette communication. Et puis, le 3e point, cette notion de saison qui est un peu inspirée de ce qu'on retrouve dans SAFe avec cette notion de PI, de Product Increment, qui permet de cadencer l'ensemble de l'organisation sur un même rythme. Myriam, peut-être que tu veux présenter le calendrier de cette année? Oui, tout à fait. Effectivement, cette année, elle a été bien chargée, puisqu'on a commencé par le fait de se dire, finalement, l'OBEA, on veut que ce soit décliné partout. Donc, on a démarré par le fait de se dire,
comment on construit ces rituels à la maille du chapter. Dans nos équipes, on a les domaines et ensuite les chapters. Et puis, effectivement, une année très rythmée par ces saisons. Et voilà, on a fini la saison 3 et on est en train de préparer le lancement de la saison 4. Et on est aussi en train de réfléchir à quoi on souhaite que 2025 ressemble. Merci Myriam. Alors, quelques éléments de résultats. Je te laisse présenter les premiers, Myriam. Ouais, tout à fait. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est les équipes et les managers embarqués. Donc, vous voyez qu'on a une accélération sur 2024. Et effectivement, le Kaizen, les saisons Kaizen et le rythme nous a permis de toucher beaucoup d'équipes. Donc ça, c'est une vraie satisfaction de se dire que le nombre d'équipes qui ont eu une expérience Lean et Kaizen est fort. Et tout ça en parallèle des rituels de mesure de la performance et de management visuel qui sont maintenant, qu'on essaye de rendre de plus en plus standard dans les modes de fonctionnement des équipes. Et puis, le graphe de droite, c'est le taux de succès. Finalement, on embarque des équipes, elles se fixent des objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'elles ont atteint ou pas leurs objectifs. Donc, un nombre significatif d'équipes qui atteignent leurs résultats et qui atteignent leurs résultats très vite sur les 8 semaines. On a pas mal d'équipes, en tout cas, qui au bout de 3-4 semaines sont déjà au résultat. Donc voilà, un vrai point de satisfaction là-dessus. Et puis, même quand elles n'ont pas atteint les résultats, parce qu'on se fixe des résultats ambitieux, elles ont appris énormément de choses. Dans les présentations des Kaizen, on a une partie enseignement, et les enseignements sont toujours intéressants. Donc il y a que des gagnants finalement sur ce graphe de droite. Voilà, et donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait un exercice. Vous allez me dire, ok, c'est bien sympa, mais au bout de 8 semaines, mais qu'est-ce qui se passe après? Et donc on a fait l'exercice là dans le cadre de la restitution de la saison 3 pour voir où en étaient les équipes des saisons précédentes. Et donc si on regarde la saison 1, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir 6 mois de recul. Sur la saison 1, on avait 11 équipes qui étaient embarquées. On en avait 8 qui étaient OK à la fin de la saison, c'est-à-dire qui avaient atteint leur objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que 6 mois plus tard, on a des équipes qui n'étaient pas à l'objectif à la fin de la saison parce qu'elles étaient sur des sujets peut-être d'un peu plus longs. Et on en a une en particulier qui devait faire du left shifting sur le support et qui a atteint son objectif et qui a réduit de manière très significative le volume d'incidents. Et du coup, on a une équipe en plus 6 mois plus tard qui est à l'objectif. Je vous donnais un exemple de résultats obtenus sur cette saison. Et puis sur la saison 2, c'est la même chose. On a fait le même exercice. On avait 9 équipes qui étaient OK à la fin de la saison. 3 mois plus tard, 9 équipes le sont. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une qui a décroché, qui ne l'est plus. Mais par contre, il y en a une autre qui a repris sa place. Ce qui veut dire que, grosso modo, bien évidemment, on ne va pas essayer d'avoir que toutes les équipes obtiennent le résultat. Mais ceci dit, ça montre qu'on obtient une pérennisation de la démarche. Et c'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas juste avoir un one season wonder, comme on dit dans le football, quelqu'un qui réussit sa saison, mais on va avoir des équipes qui réussissent saison après saison, trimestre après trimestre, à maintenir ces niveaux de performance. Alors, quelques exemples de niveaux de performance. Donc ça, je prends l'exemple de la saison 1, parce que c'est l'exemple qui me semble le plus symptomatique, puisqu'on a maintenant 6 mois de recul. Sur la partie build, on avait engagé 4 équipes, on en a 4 qui ont des résultats positifs. C'est quoi des résultats positifs? Eh bien, c'est une équipe, par exemple, qui a multiplié presque par 4 son delivery, puisqu'elle sortait à peu près sur les 9 sprints précédents avant le Kaizen, elle livrait à peu près 4 user stories par sprint. Aujourd'hui, elle est plus aux alentours de 12, on s'est multiplié par 3, pardon, plus aux alentours de 12, 11-12, voilà. On en a une deuxième qui a gagné presque 33%. Pareil, donc comme ils ont changé de sprint, ils étaient sur des sprints de 2 semaines, ils sont passés à des sprints de 3 semaines. Pour calculer la performance, on a regardé en volumétrie sur le nombre de user stories par semaine, en gros 6 mois avant versus 6 mois après. 4 mois avant versus 8 mois après. On a une troisième équipe qui a gagné 54% de delivery, pareil, entre 9 sprints avant, 17 sprints après. Elle travaille avec des sprints d'une semaine. Et puis une dernière équipe qui a gagné 10%. Voilà. Et sur le run, on a 5 équipes sur 7 qui ont soutenu l'effort. On a une première équipe qui a maintenu par rapport au volume initial 26% de volume entrant en moins. Une deuxième 20%, etc. On en a une qui était une équipe Ops qui a réduit de 40% ses incidents récurrents. Donc toujours pareil, 6 mois avant, 6 mois après. Et puis une dernière équipe qui a réduit de 25% son volume entrant. Donc ce qu'on veut montrer là, c'est qu'on a des résultats, Myriam l'évoquait, des résultats qui sont assez significatifs, assez rapides, mais surtout
qui sont pérennes. 6 mois plus tard, l'équipe a conservé ce niveau de performance. Je donne un exemple de A3. Voici ça. C'est l'exemple d'une équipe qui était, pourtant on me disait, ouais, cette équipe est très bonne, tu auras du mal à l'aider à s'améliorer. Ben pourtant, vous voyez, elle avait un engagement de 80% et 14 stories. Elle avait une moyenne de 56% de taux d'engagement, c'est-à-dire à la fin du sprint, ce qu'elle a vraiment réalisé par rapport à ce qu'elle avait prévu. Et elle livrait 14 US par sprint. Et puis à la fin, elle est aujourd'hui à 18 avec un taux d'engagement de 92%. Donc le taux d'engagement, ça montre que l'équipe a gagné en maturité, elle gère davantage son processus, elle s'est beaucoup mieux calée. Et puis ça, c'est au profit de la performance, puisqu'elle livre en moyenne 29% à la fin Donc on retrouve un peu toute sa démarche, le contexte, la situation, les analyses de cause. Vous voyez qu'on a des analyses de cause qui sont extrêmement spécifiques. Des conceptions fonctionnelles qui ne sont pas suffisantes pour reprendre aux besoins métiers, une connaissance des chantiers qui explique des US non complètes, et puis des contre-mesures, là encore, très spécifiques. Voilà, et puis vous voyez la partie enseignement à prochaines étapes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les équipes restituent leur A3, elles restituent ce document. Et donc, on a une douzaine d'équipes qui présentent un même document, ce qui permet aux personnes qui assistent d'être familiarisées, de se familiariser plus facilement au contexte. Quelques éléments d'enseignement, Myriam. Oui, alors effectivement, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, on a accompagné un nombre très significatif d'équipes, 45 équipes sur 2024, et effectivement des équipes qui peuvent être elles-mêmes surprises par la vitesse et l'échelle des améliorations. C'est-à-dire que, en tout cas, on a pas mal d'équipes qui atteignent leurs objectifs assez tôt et qui sont surprises par la vitesse et le fait d'atteindre ces résultats assez vite. Donc ça, c'est, je dirais, vraiment un premier enseignement autour du résultat. Deuxième enseignement autour du challenge pour le management, parce que effectivement tout ça ne marche que si on a un engagement fort du management, que ce soit sur les points de perf hebdo, qui sont l'occasion de parler des Kaizen aussi, ou sur la pérennisation effectivement dans le temps des Kaizen et sur le fait d'avoir une culture d'amélioration continue. Donc on a des résultats, comme le disait Cécile, qui se maintiennent, mais on a l'enjeu de penser sur 25 comment on améliore encore, on va un cran plus loin en termes d'amélioration et voilà d'encore de pérennisation dans nos pratiques. Et puis un enjeu RH, moi qui me paraît important, c'est que en fait le Lean et cette démarche, elle a vraiment pour objectif de mettre l'apprentissage des collaborateurs au centre. C'est eux qui trouvent les réponses, c'est eux qui proposent les contre-mesures et de développer vraiment l'autonomie et le leadership. Et donc, moi, avec mon équipe de direction, ça nous permet d'identifier les talents, les problème solvers. On a vraiment des gens qui se sont révélés. Et donc, pour moi, c'est extrêmement satisfaisant de voir des équipes, des managers qui savent pourquoi ils sont là, pour quels résultats, et qui d'eux-mêmes proposent maintenant, en dehors de nos saisons Kaizen, d'adresser des sujets à travers des A3. Donc voilà. Et peut-être sur une note un peu plus personnelle, moi finalement, ce que j'en retiens, c'est la puissance du Lean pour obtenir des résultats concrets et à l'échelle. Deuxièmement, c'est vraiment la capacité de progrès et d'apprentissage des équipes. Moi, effectivement, je trouve que on est un petit peu sans limite sur ce sujet. La capacité d'apprentissage, elle n'a pas de limite. La capacité de progrès, elle n'a pas de limite. Et très honnêtement, en tout cas sur 2023 et 2024, les progrès et les progrès personnels des gens sont assez phénoménaux. Et puis le dernier enseignement, moi, c'est sur la culture que ça instille dans une équipe, une culture de la transparence, une plus forte cohésion d'équipe et une culture, la mise en place d'une culture commune beaucoup plus forte. Nous, notre organisation par domaine, elle donne beaucoup de réactivité par rapport aux enjeux métiers, aux enjeux business. En revanche, elle peut avoir tendance à siloter un peu l'organisation et avoir des cultures qui peuvent être peu homogènes. Et là, on est dans une homogénéisation de la culture de l'équipe.
Très bien. Eh bien, je vous donne juste quelques éléments d'actualité qu'on vous partagera. Donc, la publication Culture Kaizen, hein, où vous verrez un entretien avec Marc Domougeot, qui était le prédécesseur de Myriam à la DSI de Veolia aux France. Vous avez un comptoir le 26 novembre. Et puis, nous proposons des formations pour vous sensibiliser un petit peu à ces thématiques de ce que peut vous apporter le Lean originel, organisé autour du Toyota Production System dans les directions numériques. Et voilà, la School of Product qui aura lieu dans 2 semaines à Paris. Donc, c'est pour tous les pros du produit. J'en ai terminé avec la promotion. Bien, merci à tous. Merci beaucoup, Myriam, pour cette participation à ce comptoir. N'hésitez pas, on peut continuer la conversation sur les réseaux. Une vidéo de cette présentation sera disponible. Et puis, on va rédiger aussi un petit article pour que vous ayez des éléments concrets. Voilà. Myriam, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Je vous souhaite une excellente journée. Puis à très bientôt pour de nouvelles aventures Kaizen. Au revoir.